Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette session d'information sur TRI TV. Nous sommes samedi 28 août et dans ce 13h, vous avez comme titre « Lutte contre le terrorisme ». Le Burkina Faso se dote d'une nouvelle stratégie qui va au-delà de la représentation militaire. Plus globale et plus élargie, elle a été présentée ce vendredi par les ministres en charge de la sécurité et de la défense. Plus de 150 militaires ont renforcé leurs compétences dans cette lutte contre le terrorisme. Hier, ces éléments du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel Garci 2 ont reçu leur diplôme en présence du ministre de la Sécurité. Premier café débat du réseau des journalistes pour l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement. Les participants se sont penchés sur les nœuds rencontrés dans le secteur de la gestion immobilière au Burkina Faso. Les échanges ont été menés en présence du ministre en charge de l'habitat et des promoteurs immobiliers. Lutte contre le terrorisme, nous en parlons. Le Burkina Faso, à la recherche de stratégies efficaces, change sa politique de combat. Avoir des hommes pour défendre le pays est sans nul doute indispensable. Mais hier, face à la presse, les ministres de la Sécurité et de la Défense ont annoncé de nouvelles approches de guerre. Ces stratégies prendront en compte les différents secteurs et nécessiteront l'adhésion de toute la population. Abdoulrahim Nieni. La stratégie nationale de lutte contre le terrorisme traduit la vision du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme et s'étend sur une période de 5 ans. Une stratégie élaborée à l'issue de l'évaluation de la menace au Burkina Faso et dans les pays du Sahel. Elle va au-delà de la réponse militaire jugée insuffisante par les ministres de la Défense et de la Sécurité. Il s'agit de prendre en compte les volets développement et aussi diplomatique pour combattre les soutiens des forces du mal. La réponse militaire est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et pour cela, nous allons aussi articuler la réponse diplomatique. Elle est importante parce que, comme vous le savez, toute crise intérieure est traversée par une dynamique de soutien extérieur aux belligérants. Donc, à travers cette action, nous allons aussi traquer ceux qui soutiennent les terroristes. Il y a la réponse judiciaire. Vous savez que cette lutte, on doit l'encadrer sur le plan juridique. Cela est très important. Et aussi travailler au respect des droits de nos concitoyens. En plus, la stratégie prend en compte les volets humanitaires, politiques et communicationnels. Pour une mise en œuvre réussie de cette stratégie, il faut une entente et une collaboration entre gouvernement, FDS et population. Le nexus trinitaire gouvernement, FDS et population qui nous semble très important pour que nous puissions avoir la confiance des populations. Aussi bien le gouvernement doit travailler pour consolider cette confiance avec les populations, mais aussi les forces de défense et de sécurité doivent travailler à avoir une adhésion totale de la population. Et enfin, le gouvernement et les forces de défense et de sécurité doivent être dans une osmose parfaite pour mener la lutte. Les deux ministres ont rassuré que la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, à l'image de la stratégie de sécurité de façon générale, est basée sur les forces endogènes. La stratégie dit que d'abord nous comptons sur nous-mêmes, sur nos propres forces. Effectivement, celui qui a évoqué le syndrome Afka l'a fait de manière très pertinente. Vous voyez que lorsque une force étrangère vous aide à le faire, et si vous ne développez pas vos propres capacités et que cette force se retire, eh bien, tout s'effondre. Nous faisons l'option donc de construire nos capacités de manière endogène. Et nous travaillons depuis longtemps sur ce registre, mais en disant que nous ne pouvons pas nous passer de la coopération stratégique. La stratégie nationale de lutte contre le terrorisme offre également la possibilité aux terroristes qui le souhaitent de déposer les armes à travers une structure qui est créée à cet effet. Il y a même eu, par moments, des gens qui voulaient déposer les armes. Mais il n'y avait pas, à l'époque, une structure nationale créée et donc pour recueillir ces gens et donc travailler à les réinsérer. Et donc, maintenant, c'est prévu dans la stratégie donc, de créer cette structure. Donc, tous ceux-là qui se sont trompés,
qui veulent donc revenir dans la République, qu'ils aient l'opportunité de le faire, sous certaines conditions. C'est vrai que nous avons aussi une loi qui réprime les actes de terrorisme, mais dans la stratégie, nous avons abordé ces questions-là, pour dire que ce sont des compatriotes. Celui qui veut déposer l'arme, c'est tant mieux. Il ne sert à rien d'aller broyer tous ceux qui ont pris les armes. Pour relever ce défi sécuritaire, les ministres de la Défense et de la Sécurité ont rassuré d'une action coordonnée entre les forces armées nationales et les forces de sécurité intérieure. Ils ont également promis l'amélioration des conditions de vie et de travail des éléments engagés sur le champ des combats. Nous restons dans ce registre. Le nouveau ministre délégué chargé de la Défense nationale et des anciens combattants dit avoir les idées claires quant au groupe terroriste qui attaque le Burkina Faso. Selon lui, il s'agit de l'État islamique dans le Grand Sahara et du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Toujours selon le ministre, de grands bandits profitent de ces forces du mal pour régler leurs comptes. Le général de brigade Aimé Barthélemy Semporé est au micro de Abdoulrahim Magnéné. Écoutez-le. Les deux grands groupes qui sont dans notre contexte au Sahel, que vous connaissez très bien, c'est les JINIM, ou GSIM, si vous préférez, et l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara. C'est les deux grands groupes qui orchestrent la menace chez nous, qui sont même des groupes rivaux, parfois même qui mènent un combat fratricide entre eux. Voilà donc ces deux grands groupes rivaux, mais qui ont des sous-traitants locaux. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des combattants donc, de ces deux grands groupes sont des nationaux. Donc, ils sont en sous-traitance. Il y en a qui le font peut-être par conviction, mais très peu, selon notre analyse. Beaucoup le font par opportunisme. Simplement parce qu'il y en a qui ont des problématiques locales à résoudre, qui trouvent dans les moyens d'action de ces deux groupes d'action, des groupes terroristes, les moyens de résoudre leurs conflits et qui fait en sorte qu'il y ait donc une connexion d'intérêts, une collusion d'intérêts entre ces deux groupes, bénéficiant chacun donc de ce que l'autre procure comme avantage. Les terroristes donc se nourrissent donc des gains financiers donc de la criminalité. Et les criminels profitent donc de la sanctuarisation des espaces apportés par le groupe terroriste. Donc il y a une collusion d'intérêts. Vous l'avez entendu en titre, 151 militaires ont achevé leur formation de base. Les stagiaires ont en effet reçu ce vendredi 27 août leur diplôme de fin de formation au centre d'instruction de la gendarmerie nationale de Laongo. La cérémonie a été marquée par une démonstration d'exercice antiterroriste et c'était en présence du ministre de la Sécurité Maxime Koné. Sanata Séré pour le point complet. Ce n'est pas un affrontement entre FDS et forces du mal, rassurez-vous. Il s'agit là d'un exercice antiterroriste exécuté par les nouveaux éléments du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel, GARSI 2. Des exercices notamment sur la maîtrise sans armes de l'adversaire et sur la manière propice de réagir face à une embuscade. Ces exercices devront permettre à ces forces spéciales constituées uniquement des gendarmes de mener à bien leur mission d'aide et de défense à la population. Alors ces techniques permettent aux gendarmes, à l'aide uniquement de ses moyens physiques naturels, c'est-à-dire ses mains, ses bras, sa tête, tout son corps, de pouvoir maîtriser un adversaire qui se présenterait face à lui. Vous avez vu qu'il y a d'abord eu les moyens de déplacement, les méthodes de déplacement en avant, à l'arrière, à gauche, à droite. Ensuite, les coups d'arrêt pour pouvoir arrêter un adversaire qui se projetterait sur vous. Et nous avons eu après les mouvements de contrôle qui consistent à, si vous voulez, neutraliser l'adversaire de manière à ce qu'il ne puisse plus être un danger pour lui et pour le gendarme en question. Ce type d'exercice, il les donne la capacité de réagir de la manière plus efficace, plus professionnelle possible à une attaque ou une embuscade, comme on a vu ces derniers mois qui ont reçu les unités GARSI. Donc pendant l'exercice, on a vu
comment est-ce qu'ils ont fait face à l'embuscade, et aussi un petit exercice de premiers secours qui vont les permettre de sauver beaucoup de vies en combat, d'accord, parce que quand nous sommes sur le terrain, il n'y a pas la possibilité d'avoir d'ambulances, de médecins, d'hôpitaux. Donc ils ont vraiment réussi une très très bonne formation en premiers secours qui vont les permettre de sauver des vies, bien combattre les blessés, les possibles blessés qu'il peut avoir dans une embuscade de l'ennemi. C'est une équipe polyvalente qui a bénéficié d'une formation intense de plus de 2 mois, en intervention spéciale et professionnelle, d'une formation physique, morale et en droit de l'homme. Ces éléments seront déployés à Lolo-Niro en complément à l'attachement militaire de Toeni. Ce sont des unités qui ont fait leur preuve à Barani et à Tueni. Et c'est pourquoi, dans une perspective d'anticipation, nous allons les déployer dans cet espace du Burkina qui n'est pas encore emballé. Donc notre présence ici manifeste la volonté claire du Burkina Faso de constituer des garcis pour contrer cette menace terroriste. Et ce qui est très important, c'est que ce sont des unités qui ont permis le retour des populations dans des espaces où ils avaient été contraints de quitter sous la menace terroriste. Le projet Garci est un projet financé par l'Union européenne visant à accompagner les efforts du gouvernement burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Après une réussite des Garci 1 et 2, le ministre de la Sécurité a émis le souhait de l'État de se projeter dans une 3e phase du projet avec plus d'effectifs. Le 4e sommet du G20 s'est tenu ce vendredi en présentiel et en visioconférence. Bien entendu, le Burkina Faso y a pris part. Les échanges ont principalement tourné autour de la question du Covid-19. Nous vous proposons un résumé complet de cette rencontre avec la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire, Pauline Zouri. Nous venons donc d'assister dans un format hybride au 4e sommet donc, des chefs d'État du G20 dans le compact avec l'Afrique, qui est un segment qui a été une initiative qui a été portée par la chancelière Angela Merkel dans le but donc de favoriser et d'attirer les investissements étrangers en Afrique et cela pour nous permettre donc d'avoir une revitalisation des économies africaines et surtout donc le développement de la croissance. Le Burkina Faso a adhéré à cette initiative en octobre 2018 et déjà nous avons un certain nombre d'investisseurs dans le cadre de cette initiative-là qui sont avec nous sur l'homologation d'un certain nombre de projets prioritaires. Pour ce qui concerne les échanges de ce soir, ils ont tourné fondamentalement autour donc du point donc de la pandémie de la Covid-19 et l'émergence donc des nouveaux variants, notamment dans le sens donc des effets pervers que cette crise sanitaire a sur les économies africaines, dans le sens aussi de relever le défi de la couverture vaccinale de la population africaine. Donc il a été établi que moins de 2% de la population africaine a déjà été vaccinée, alors que de l'autre côté, on est à pratiquement 60 et quelques % de couverture. Donc les chefs d'État ont estimé que c'était une inégalité d'accès qu'il convenait donc de corriger. Les échanges ont aussi porté sur la nécessité d'un transfert de technologie, donc de la production des vaccins de qualité sur le continent, ce qui a été considéré comme étant un gage pour les États africains, donc d'avoir rapidement accès aux vaccins, mais aussi de permettre donc une relance économique véritable. Ils ont été nommés en Conseil des ministres et installés ce vendredi 27 août 2021. Ces membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales ont désormais la tâche d'accompagner les collectivités territoriales. Il s'agit notamment de la mise en place d'un mécanisme unique d'appui technique et financier en direction des collectivités. Mamidriana Kamabou pour tous les détails. Composé de 9 membres, le conseil d'administration de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, installé ce vendredi, va élaborer un plan stratégique.
Un plan qui lui permettra de mener à bien sa mission. Il va aussi, au cours de son mandat, guider l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, ADCT, dans la mise en œuvre de nouveaux guichets de financement. Notamment les guichets prêts, garantis, prêts et garantis. Également, il y a le guichet lié à l'appui technique et au renforcement des capacités opérationnelles des collectivités territoriales. Nous devons aussi assez rapidement élaborer les documents opérationnels liés à l'ouverture de ces nouveaux guichets, à savoir les codes de financement et les manuels de procédure. En plus, nous devons élaborer le plan stratégique et institutionnel de la nouvelle structure. Ces missions auront un impact positif sur le financement des collectivités territoriales, à en croire Jean-Noël Savadogo, président du conseil d'administration de cette structure. L'ADCT va accompagner les collectivités territoriales à travers l'octroi de prêts et la levée de fonds sur le marché financier. Il faut dire qu'il y aura un élargissement en termes de financement lié aux collectivités territoriales. Donc la nouvelle structure va aller dans le sens de mieux accompagner les collectivités territoriales dans le financement de leur développement, notamment à travers il y a de nouvelles sources de financement, et également accompagner les collectivités territoriales à avoir des prêts, ce qui n'était pas possible dans l'ancienne structure, et également leur offrir des garanties pour emprunter. L'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales a pour mission de faciliter l'accès aux collectivités territoriales de subventions, prêts et financements innovants. Il joue également le rôle d'un dispositif d'appui technique au service des collectivités territoriales. Le réseau des journalistes pour l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement a organisé ce vendredi 27 août à Ouagadougou son tout premier café-débat sur la question de la promotion immobilière au Burkina Faso, qualifiée de bombe à retardement. Une activité qui a connu la présence du ministre en charge de l'habitat et des promoteurs immobiliers avec pour objectif d'échanger sur les enjeux des réformes de la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Pour ce premier café-débat organisé par le réseau des journalistes pour l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement en collaboration avec le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville, tout commence par une mise au point sur l'existence de cette association. Contrairement aussi à ceux qui pensent que le réseau a été suscité par des promoteurs immobiliers, la question est non. C'est une initiative des journalistes et communicateurs qui veulent, à travers le réseau, apporter leur contribution aux questions de logement, aux questions d'habitat et d'urbanisme dans notre pays. Notre objectif, c'est d'accompagner, c'est d'interpeller, c'est de sensibiliser et informer. Nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre. L'objectif de ce café-débat est donc de discuter à bâton rompu sur les enjeux des réformes de la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso. Une loi révisée qui, selon le panéliste du jour, intègre des innovations visant à résoudre les insuffisances de l'ancienne loi et partant les problèmes d'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers. La promotion immobilière a été redéfinie et exclut désormais les promoteurs immobiliers privés des opérations de lotissement ou de restructuration. Désormais, en principe, un promoteur immobilier privé ne peut plus lotir. De plus, les projets immobiliers ne peuvent plus être réalisés que dans les communes disposant de documents de planification. Les documents de planification, c'est les plans d'occupation des sols, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Donc, en principe, on ne peut plus aller faire de la promotion immobilière dans une zone qui ne dispose pas de documents de planification. La limitation des superficies aux fins de promotion immobilière a également été retenue dans la loi qui est en train d'être rédigée. Désormais, on ne peut plus faire de la promotion immobilière en principe sur une superficie de plus de 25 hectares.
Pour ce dernier, loin d'être une occasion de faire une chasse aux sorcières ou loin d'être une injustice faite aux promoteurs, les réformes de cette loi visent à mieux protéger et légitimer les promoteurs immobiliers. Mais pourquoi donc dérange-t-elle tant? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les promoteurs immobiliers pensent qu'on est contre eux, ou disons c'est une chasse aux sorcières, c'est qu'on leur a retiré la possibilité désormais de lotir. Mais il faut préciser, lorsque un promoteur immobilier peut acquérir un terrain de 10 hectares par exemple, pour la réalisation de son projet immobilier, dans ce cadre-là, lorsqu'il s'agit d'un terrain de 10 hectares non parcellé, il a la possibilité de parceller, mais c'est pour aller à la construction du logement. Il ne peut plus parceller et vendre, ce n'est pas possible. Pour le ministre en charge de l'habitat, ce café débat est salutaire en ce qu'il a permis d'expliquer le bien fondé des réformes de cette loi de 2008, notamment en sa disposition qui dit que l'on peut faire une promotion immobilière et ou foncière. Malheureusement, l'interprétation a été pour nos amis promoteurs immobiliers, bien sûr, d'invoquer cette loi et de faire exclusivement de la promotion foncière, ce qui, in fine, entraîne l'accaparement des terres, au détriment des paysans, au détriment des éleveurs et des autres couches d'acteurs économiques. Voilà pourquoi ce café-là, pour moi en tout cas, est très salutaire. Il faut s'en féliciter. Pour les organisateurs de ce café débat, c'est un pari réussi. Pari réussi non seulement pour la qualité des échanges, mais aussi pour la mobilisation. Don de sang à l'Institut supérieur de management des risques. Cette opération salutaire est organisée par les clubs Lyon, à savoir Ouagadougou Héron, Ouagadougou Santé Plus, Ouagadougou Soleil et Ouagadougou Minéral. L'idée est de soutenir les actions du Centre national de transfusion sanguine en apportant du réconfort aux personnes qui en ont le plus besoin. L'activité a eu lieu ce samedi 28 août. Maxime Jean-Eudes de Bambara vous en parle. Au siège de l'Institut supérieur de management des risques, l'heure est à la mobilisation pour cette cérémonie de don de sang. Les 4 clubs initiateurs du district 403 A3 de Lions Club International, que sont Ouagadougou Héron, Ouagadougou Santé Plus, Ouagadougou Soleil et Ouagadougou Minéral, jouent ainsi leur partition dans la mobilisation du liquide précieux. Je suis très satisfait parce que les 4 clubs ont mobilisé leurs membres. Il y a également une société de gardiennage qu'on appelle BBS Fair Security qui est là ce matin pour nous accompagner. Et là, vous avez vu la forte mobilisation et en tout cas, on va avoir beaucoup de poches pour les centres de transfusion sanguine. En ce moment-là, les élèves sont en vacances. Il se trouve que les élèves sont les premiers donateurs de sang. Alors, comme ces élèves sont en vacances, le Lions Club a décidé de prendre le relais de cette activité-là. Une activité à laquelle personnel de la société de gardiennage BBS Fair Security et Lyon ont répondu présent afin de donner leur sang, ce qui va sans doute contribuer à soulager ceux qui sont dans le besoin. Je sais que les gens en ont besoin, donc ça peut sauver les vies. Pour ça, on donne le sang. C'est votre première fois? Oui, c'est ma première fois. J'invite les autres, en tout cas ceux qui n'ont pas encore eu le courage de donner, qui n'ont pas fait ce don de sang pour permettre à d'autres qui sont dans les besoins de vivre, quoi. Parce que c'est quand même donner son sang, c'est quand même donner une vie ou soit donner une deuxième chance à d'autres personnes aussi. Selon les organisateurs, environ 70 poches de sang sont attendues pour ces jours. Et ces activités de don de sang se poursuivront jusqu'en octobre prochain. Du sport dans ce 13h précisément du handball. Le championnat national à saison 2020-2021 a refermé ses portes ce jeudi 26 août à Ouagadougou. 3 grandes rencontres ont alimenté la finale. L'AS Sonabel était face au RCB en junior garçon. L'AS Douane contre la Lonabé HC en senior dame et l'USFA contre l'AS Sonabel en senior homme. Plus de détails avec Yacinthe Sawadougou.
Ce sont 4 finales qui ont été servies au public dans l'après-midi de ce jeudi au complexe sportif olympique de Ouagadougou. En junior garçon, l'AS Sonabi prend le dessus sur le RCB par 29 à 25. En junior fille, l'AS Douane s'incline face à l'AS Sonabi sur un score de 33 à 23. La finale senior dame a vu le sacre du club de la Lonabé sur l'AS Douane à 38 à 27. Celle des seniors hommes, très attendue, a mis aux prises l'USFA à l'AS Sonabel. Du jeu, de la combativité, du suspense. Les 2 équipes ont offert une rencontre serrée jusqu'à la fin du temps réglementaire avec un score de parité. Il fallait donc recourir aux prolongations 2 fois 5 minutes pour départager les 2 formations. L'AS Sonabel saisit sa chance et s'ouvre la voie du titre en battant l'USFA par le score de 30 à 28. Cette finale a connu la présence du ministre des Sports et des Loisirs, Dominique André Nana, et Marie-Laurence Ilboudo, ministre en charge de la femme. Ils ont félicité l'ensemble des acteurs du handball burkinabé et leur ont promis d'accompagner cette discipline. Fini cette saison, la présidente de la Fédération burkinabé de handball s'est dit satisfaite et donne rendez-vous l'année prochaine pour la saison 2021-2022. Et c'est ici qu'on s'arrête. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes à 20h en compagnie de Sonia Kokti. Très bonne suite d'après-midi.